Donc, Yannick, tu es concepteur et lecteur chez Milano depuis 6 ans, 6 ans. Ok, et pour encore 2 mois. pour encore 2 mois. Quel est ton parcours dans la publicité, on va dire, parce que tu as quand même fait des études très différentes avant. Je suis arrivé en publicité dans une start-up qui faisait du marketing participatif, comme on l'appelait à l'époque. Aujourd'hui, on appelle du crowdsourcing. Donc, c'est une boîte qui s'appelle Aika et dont le travail était de mettre en relation une communauté de créateurs, de consommateurs créatifs, avec des marques. Donc, sous forme de sorte de jeu concours, on demandait aux gens de trouver, de réaliser des vidéos, des affiches, des slogans pour des marques. Voilà. Ok. Plutôt tourné sur du consommateur parce que on n'est pas là pour remplacer les créas, c'était juste que quand tu demandes au consommateur, c'est un peu moins créatif, mais comme ça vient un peu du produit, tu te rends compte que quand, je donne un exemple, les pages jaunes faisaient un truc en disant on veut que les gens trouvent notre prochaine campagne de pub, que la demande du client c'était par contre on ne veut pas parler du bottin, des pages jaunes, de la recherche, on veut parler de tout ce qu'il y a autour. Donc que tu as 50% des gens qui malgré tout en parlent, parce que quand tu leur parles des pages jaunes, c'est à ça qu'ils pensent, au livre de pages jaunes que tu as connu, je pense, un petit peu, oui. Et en fait, tu te rends compte qu'il y a un vrai insight dedans. Et c'était ça l'intérêt. Ensuite, comme on s'est dit qu'on avait des contenus authentiques, on ne savait pas trop quoi en faire. Et puis on s'est rendu compte qu'il y avait un nouvel outil qui, à l'époque, en 2010, qui s'appelait Facebook, sur lequel les marques commençaient à aller. Et où les marques ne savaient pas du tout quoi faire. Donc petit à petit, on a mis les mains dans le cambouis, on a fait des tests. On s'est rendu compte que nos contenus, eux, marchaient bien parce qu'il y a ce côté plus authentique, justement. Et on a commencé à animer des pages Facebook pour des marques. C'est comme ça que j'ai développé une expertise là-dessus. Je suis passé en tant que social media stratégiste dans une agence ensuite. Voilà, parce que j'ai toujours voulu faire de la strat, je l'avais expliqué. Et que le planeur de Ford s'est barré, donc 2 mois plus tard, on m'a proposé de prendre son poste. Donc je suis passé planeur strat. Et voilà. Et puis petit à petit, j'ai évolué là-bas chez Wunderman jusqu'à venir ici en fait. D'abord en tant que planeur, mais comme il y avait un fort besoin de créatif et que j'ai toujours été un planeur orienté créa, je suis passé à la conception. Ok. Et parce que donc, du coup, on va parler de la langue française dans la publicité. Oui. Donc, je voulais savoir, depuis que tu exerces le métier de concepteur et lecteur, quel est ton rapport à la langue française dans ton processus de création? C'est assez important pour moi la langue française, ça l'a toujours été de toute façon, c'est ce qui a fait que j'ai voulu faire ce métier en fait. Quand j'avais 6 ans, je m'amusais à inventer des slogans pour des marques. Ok. Donc c'est vraiment un réflexe chez moi, j'ai toujours aimé jouer avec les mots. Et la langue française, c'est vraiment un outil, je trouve, ultra important, parce que c'est une langue de nuances. C'est-à-dire qu'on va avoir 20 synonymes pour dire plus ou moins la même chose, mais là où beaucoup pensent que ce sont des synonymes stricts, non, il y a des vraies nuances dedans, et c'est ça que j'aime. Là, je travaille en anglais parce qu'on a des interlocuteurs anglais et ce genre de choses, et j'aime pas du tout, par exemple, j'avais une vraie difficulté à travailler dans une langue et à traduire le sens dans l'autre, enfin, à retraduire derrière. Que ce soit du français vers l'anglais ou de l'anglais vers le français, parce que quand tu passes en français avec toutes les nuances que tu as, que derrière tu vas passer sur de l'anglais, en fait tu vas perdre tout ça et ton message va devenir extrêmement plat. Là où, dans l'autre sens, quand tu pars de l'anglais, tu as un truc qui est assez percutant, assez immédiat, et en français c'est beaucoup plus long, beaucoup plus lent, ça demande beaucoup plus de mots. Voilà. Mais c'est mon quotidien la langue française, de toute façon tu sais très bien à quel point j'y attache une importance, donc je te fais suffisamment chier avec ça pour que tu le saches. Ouais. Mais donc, qu'est-ce que je voulais dire donc, du coup, parce que le sujet aussi principal de mon mémoire, c'est les anglicismes dans la publicité. Ouais. Et donc, du coup, toi, quel est ton rapport par rapport à ça dans la manière dont ils sont utilisés, quoi. Je suis pas un ayatollah anti-anglicisme du tout. Par exemple, moi je te parle souvent du monde du jeu vidéo qui est assez proche du nôtre. Il y a beaucoup d'anglicismes et il y a le magazine que je lis, qui est un magazine très spécialisé, très pointu, ils tiennent à utiliser à tout prix les mots français. Ouais. La plupart du temps, justement, c'est des traductions et c'est moche. Ouais. J'ai un vrai souci. Globalement, je vais choisir la langue qui sonne le mieux à l'oreille. Ok. C'est assez rare que j'utilise des anglicismes quand même, parce que c'est rarement indispensable, on va dire. Enfin, je vais en mettre quand il faut. C'est-à-dire que oui, il y a des mots qui sont des anglicismes, c'est obligatoire de l'utiliser, mais s'il y a un mot français, je vais mettre un mot français à la place. Ça sera toujours plus joli de toute façon à l'oreille. Ouais.
Mais parce que du coup, je me suis quand même penchée sur les raisons pour lesquelles certaines campagnes publicitaires utilisaient des anglicismes. Et j'ai aussi trouvé des exemples dans lesquels ça n'avait aucun sens d'utiliser des anglicismes. Genre Orange qui va signer Magic Noël, alors qu'il pourrait très bien dire Noël Magique. Alors, le problème, c'est que je pense que justement, c'est une question de rythmique, tu vois. Le Magic Noël, pour eux, c'est plein de choses. C'est plus simple à écrire, plus immédiat que Noël Magique, qui fait très Disney, hein, quand tu le dis comme ça. Ouais, Un Noël pourquoi ce serait plus simple à écrire? Alors, pourquoi c'est plus simple? Il faut te mettre de leur point de vue, pas d'une autre. Pour eux, c'est plus tendance. Mm. En fait, l'anglais et les anglicismes auront toujours ce côté un peu séducteur parce que du fait qu'on utilise les réseaux sociaux et qu'on parle pas de j'aime, que personne n'utilise ce terme, mais de like, tu vois, ça habitue à avoir les anglicismes et ça donne l'impression que c'est beaucoup plus classe, beaucoup plus jeune, beaucoup plus moderne de les utiliser. Et c'est vrai que parfois ça peut être un peu désuet, la langue française. C'est le souci de la nuance. Ouais. C'est qu'en fait, un Noël magique, je dis, ça fait Disney. Ouais, c'est vrai. Magic Noël, tu vois, c'est beaucoup plus dynamique à l'oreille, c'est mieux, c'est plus cut. T'as moins de syllabes. D'ailleurs, très souvent, moins de syllabes en anglais. Ouais, mais par exemple, ce que je te montre d'autres exemples que j'avais trouvés, tu vois, ici, The Incredible Rentrée, par exemple. Mais c'est pareil, si tu veux, ça va servir à un truc, malgré tout. Tout ce que tu me montres là, les exemples que tu me montres, c'est, on va dire, des expressions interchangeables. Un Noël magique, une rentrée incroyable, un anniversaire exceptionnel, tu vois. Si je te dis ton shopping exceptionnel, si je te dis Unexpected Shopping, qui est le slogan de tous les centres commerciaux. Les centres commerciaux, voilà. Bah, les autres commerciaux de quoi du coup? Unibail, c'est ok, je savais pas ce qui était derrière. J'ai vu, je l'ai vu sur plusieurs centres commerciaux. Ouais, West, voilà. tout ça. Et en fait, c'est con, mais les mecs ont l'impression de dire en fait, tu dis quelque chose de creux, mais différemment. Tu vois, en allant chercher des mots un peu plus pointus que simplement. Avant, quand on utilisait des anglicismes, on utilisait des mots où on était sûr que les gens allaient les comprendre. Ouais. Tout bon, tu vois, love. On a des mots comme gift, des machins, incredible, personne ne l'aurait pris il y a quelques années. Maintenant, on se dit, on va aller chercher un peu plus loin parce que ça déguise un message qui est le même que d'habitude. Là, c'est une fois encore une rentrée incroyable. Voilà, tu l'as déjà dit, ça a été affiché sur tous les prospectus de tous les Super U et tous les Monoprix. Mais là, en le mettant comme ça, ils ont l'impression de faire quelque chose de différent. Et puis ça fait un peu, je sais pas moi, ça fait un peu penser The Incredible Rentrée à un film blockbuster d'Hollywood ou un truc comme ça. Oui, d'ailleurs c'est la grande blague. Hein, on est quand même les seuls en France à traduire des titres anglais par d'autres titres anglais. Ouais. Le Very Bad Trip qui s'appelle The Hangover, ou tu vois, j'irais pas jusqu'à dire que les Québécois ont raison en traduisant tout, mais parce que quelquefois ça sonne bizarre, mais en même temps mais en tout cas logique, ils sont dans une démarche cohérente. Nous, moi je me souviens, il y avait un film qui s'appelait Night and Day, je crois, avec machin, mais Night avec un K, et en français on a juste viré le K dans la traduction, tu vois. C'est parce que c'est toujours pareil, le problème de la langue française avec la loi Toubon, c'est que tout doit être plus ou moins compréhensible, tout ne doit pas être traduisible parce que les titres ne le sont pas forcément, mais il y a une vraie recherche de ok, les mots que je laisse, il faut que les gens les comprennent. Incredible, maintenant les gens savent ce que ça veut dire parce qu'il y a eu les indestructibles, il y a eu tout ça, c'est un mot qui commence à passer un peu dans le langage courant, mais globalement ça te permet juste de dynamiser un truc normal. Tu vois, ça donne effectivement cet aspect un peu blockbuster, ça donne ce côté, c'est des mots qu'on n'a jamais vus, alors qu'en fait c'est creux derrière. C'est un peu comme les jeux de mots, en fait, pour moi. Ouais, tu vois, c'est ce que j'allais dire aussi, ouais. Quand t'as rien à dire, bah tu mets un mot anglais, ça va faire bien. Souvent t'as les deux, d'ailleurs. Souvent les mecs te la jouent anglais plus jeu de mots parce que ça fait bien. Après, lui en fait tant, pour le coup, c'est un bon mélange des deux, quoi. Mais complètement. Merci de... Voilà. Je m'en fous, personne ne sait que c'est moi pour l'instant, donc tout le monde tu te l'as approprié. Mais tu vois, et là, en plus de The Incredible Rentrée, il y a. On va le voir de plus en plus comme ça, parce que c'est pas Incredible Back to School, c'est rentrée. Ouais. Parce que déjà, ils veulent être sûrs que le mot important, les gens le captent, tu vois. C'est-à-dire que je veux être sûr que tu saches que je te parle de la rentrée, je veux être sûr que je sache que tu me parles des œuvres de Noël. Tu vois, ça, il faut pas passer à côté. C'est vachement important pour eux. Ah oui, c'est vrai que du coup, tu peux peut-être moins comprendre le mot anglais,
Donc du coup, mieux comprendre le mot français, et donc du coup, ça permet d'avoir une hiérarchie dans les... C'est ça. Dans C'est-à-dire la... que ça va pas être l'incroyable back to school. Parce qu'on a besoin que tu comprennes que là, c'est les offres de la rentrée où tu vas pouvoir acheter tes sacs. Puis il y a une dernière chose, c'est qu'en plus, ça donne un côté mémesque aux choses. Oui, oui. Voilà, surtout en France, on a toujours le même depuis le départ, je crois, enfin, au tout début de 9gag. Donc, je vais faire mon vieux con, mais. Moi, ça fait un moment, mais je regarde ça au collège. Ah ouais, En troisième. 9gag, ça fait 2000. J'arrive en quelle année 2011. Ouais, Ça fait 10 ans. En plus. Ouais, ça fait facilement 10 ans. Et au tout début de 9gag, l'un des premiers trucs, c'était le nanana. Tu sais, c'était ce mélange de français et d'anglais, c'est le angry dad, Oui, oui. le machin, en mettant le, parce que ça venait du français. Bah, c'est très mémesque de fonctionner comme ça. Aujourd'hui, le fait d'utiliser des mots anglais avec du français derrière, un peu, justement, un peu balourd, un peu rentré, un peu Noël, un peu. Bien sûr que ces codes-là, et les mecs ont l'impression d'être trop dans l'internet du turfu, tu vois, en se disant on fait quelque chose de moderne, ce que je disais tout à l'heure. Sachant que de tout temps, ça a été ringard d'utiliser des mots comme ça. Depuis les années 90, on se moque des gens qui utilisent des anglicismes dans la manière de parler. Bah oui, et puis après, ça dépend aussi de la cible que la marque veut viser, parce que souvent, c'est adapté parce que tu veux rajeunir ta marque ou tu veux parler à une cible jeune. C'est sûr que pour une marque pour personnes âgées, Mais même pour les jeunes. pourquoi tu vas même Ce que pas je dis, c'est parler que pour les personnes âgées, ils vont pas te comprendre, les jeunes vont te trouver ringard. Ouais, c'est ça. Pour moi, il n'y a pas de bonne raison de le faire réellement, Ouais. tu vois, c'est de le faire de cette manière-là. Si ce n'est de donner l'impression, une fois encore, que c'est pas le même message que d'habitude. Parce que les mecs, chaque année, ils t'annoncent là une rentrée incroyable avec des prix défiant toute concurrence sur les stylos Bi et sur le Tipex. Et à un moment donné, il faut qu'ils trouvent une autre manière de le faire. Mais c'est pas un territoire d'expression créatif, si tu veux. Ouais, voilà, c'est ça. En fait, là, le problème que tu as dans les exemples que tu m'as cités, c'est qu'il n'y a pas de créativité dans l'utilisation de l'anglicisme. C'est un peu. C'est de la consommation. Je me souviens d'une campagne pour président où les mecs bouffaient du fromage. Je me souviens de cette pub parce que je connaissais l'acteur qui était dedans. Et à un moment donné, sa femme lui dit mais enfin, darling, tu peux te calmer, je sais plus quoi. Et là, t'avais le petit astérisque darling égale chérie. Mais pourquoi t'as mis darling à ce moment-là en fait? Parce que ça me dit un truc, cette pub, ouais. Et ça servait à rien, ça n'avait rien à voir avec le propos. En plus, c'est une marque. Président, c'est une marque très particulière parce qu'elle s'appelle Président. Cette marque-là, ils sont vraiment très, très attachés à la France. Moi, j'ai bossé pour eux un petit peu. Les mecs m'expliquaient Président, c'est une marque autoritaire. C'est une grande particularité. C'est pas une marque sympa. C'est une marque qui est. Président, leur slogan, c'était on ne plaisante pas avec le bonheur ou avec le plaisir, je sais plus quoi. On ne plaisante pas, tu vois, c'est ce côté un peu. Pourquoi d'un coup tu parles anglais? J'en sais rien. Franchement, ça servait à rien. Personne ne s'appelle Darling dans la vraie vie. Enfin, il n'y a que dans les dessins animés des années 80, une fois encore, que ça se dit. Voilà, donc c'est très bizarre. Je pense que le choix est décidé par quelque chose toujours d'un peu à côté de la plaque. Pour faire jeune, pour faire moderne, parce que ça prend moins de place, parce que c'est plus rythmé. Mais ça sonne jamais bien à l'oreille et ça te donne jamais. T'as jamais le truc attendu. Mieux vaut dire un Noël magique, et d'ailleurs c'est pour ça que quand tu regardes chez Disney, ils l'utilisent depuis toujours. Mais un Noël magique, quand tu penses à une pub Disney, ça te fait rêver. Magic Noël by Orange, ça te fait rêver de que dalle, tu vois. Il n'y a pas d'imaginaire derrière. Donc du coup, pour toi, le français, c'est une langue qui est, comment dire, plus appréciable dans la créativité publicitaire, quoi. Ah. C'est... De fait de ces nuances. Alors du fait qu'on soit en France, oui, fatalement, déjà, parce que ça permet d'être compris par beaucoup plus de gens. Et surtout, ça t'oblige un peu à travailler, parce que aujourd'hui, l'anglais, c'est devenu un peu la facilité. Ouais. C'est un peu ça, tu vois, quand tu balances des mots en anglais, c'est comme les jeux de mots, une fois encore. Je savais pas trop quoi dire, je me suis dit que ça passait mieux comme ça. Et même moi, je me suis déjà retrouvé à pester parce que j'ai bossé pour Chacho et que je vais faire un truc en anglais qui marche trop bien en anglais. Et d'un coup, tu vois, c'est comme je dis, the future without you is just. Comment je le traduis en français? Ça, effectivement, ça marche pas. Mais tu peux être créatif dans les deux langues. Maintenant, notre boulot, c'est d'être créatif, quoi qu'il arrive, avant tout. C'est pas une question de langue. Le français permet pas d'être plus créatif. Il permet, dans certaines situations, ce que tu disais, d'être plus nuancé. Voilà. Chaque langue a son avantage. L'allemand a toujours été plus autoritaire, c'est pour ça on parlait aux animaux en allemand dans les cirques, parce que c'est plus immédiat, enfin plus dur. Mais en fait, je pense que on doit surtout être créatif,
dans le cadre qu'on nous a donné, et pour moi, le cadre de nos campagnes sont la plupart du temps, effectivement, en français. On s'adresse à des Français. C'est surtout ça. Hein. C'est... Si je dois faire une campagne en anglais, je dois être créatif en anglais. Mais dans ce cas-là, la campagne doit être en anglais. Oui, voilà. L'anglicisme n'est pas un levier créatif. Voilà. Pour répondre à ce que je dis. Et donc, du coup, par rapport à ça, la loi Toubon, elle a imposé pas mal de choses dans les campagnes de publicité. Et est-ce que pour toi, parce que quelque part, ce qu'on disait l'autre jour, c'est que plus tu as de contraintes, plus ça te force un peu à être créatif que d'avoir carte blanche. Est-ce que donc, du coup, pour toi, ça peut être une source de création de manière générale? Alors c'est drôle parce que la loi Toubon, ça doit être 93. 94. Ouais, ils ont. Alors attends, je dis pas de bêtises. Ouais, peut-être. En gros, j'étais en CM2. Ouais. Et en fait, à ce moment-là, je t'explique pourquoi ça me rappelle le truc. Quand elle est passée, on avait un devoir sur table à faire. Il fallait écrire un livre. C'était un livre qu'on faisait chaque année. Et en fait, quand cette loi est. Quand la loi est passée, je me suis retrouvé à écrire un truc où j'ai écrit Hold Up. Et où mon institut m'a dit non, il faut dire attaque un marron. J'ai pas compris étant gamin, je me suis dit putain, attends, c'est chelou, tu vois, alors on nous avait expliqué. Hein. Longtemps j'ai trouvé ça un peu débile comme loi. Parce que c'est pas une contrainte créative, c'est une contrainte d'image. C'est-à-dire pour sauvegarder la langue française, c'est comme dire que les radios françaises sont obligées de diffuser 60% ou 70% de titres français pour soutenir la culture. En fait, je trouve que j'ai toujours eu du mal avec le fait de légiférer la créativité. Tu vois, je trouvais ça dommage. Maintenant que je suis un peu plus dans le métier, j'ai un peu changé d'avis. Pas radicalement non plus. Je considère toujours que c'est bizarre de vouloir imposer ça. Mais je me dis ça évite au moins, ou ça limite ce qu'on disait tout à l'heure, la facilité. Parce que y a encore beaucoup de marques et beaucoup d'agences qui n'ont rien compris à notre métier, qui considèrent que notre métier c'est de faire des cakes avec des grelots et d'attirer, tu vois, et qui naturellement seraient partis dans des trucs complètement en anglais ou en collant partout juste parce que c'est plus dynamique. Le fait de devoir les traduire, de les ajouter, ça te fait poser la question au moins systématiquement de est-ce qu'on peut directement le mettre en français et comment ça vivre en français. Et ça m'arrive d'être créatif, regarde sur Audi, tu vois, Closer to the Next You. On n'a jamais réussi, enfin on avait traduit en français mais pas avec la même force et on a tenu à le garder comme ça jusqu'au bout parce que ça marchait comme ça aussi, mais c'est une phrase entière, c'est pas un mot pour dynamiser une fois encore. Le concept marche mieux en anglais. C'est une expression en plus même. Voilà. Mais je pense que la loi Toubon, elle a permis effectivement de limiter, de nous forcer un petit peu à pas tomber dans la facilité en tout cas. Et si on pouvait en faire une qui interdit les jeux de mots dans les pubs, moi tu vois, ça me va. Et ouais, parce que j'avais un exemple de Innocent qui avait utilisé la traduction de manière assez rigolote, je trouve. C'était celle-là. Oui, c'est... Bon, là, c'était pas l'anglais, c'était l'espagnol. Ouais, c'est... Ouais. Donc, je trouvais ça marrant, quoi. Après, je pense que c'est une des seules qui a dû jouer avec le fait qu'il fallait traduire comme ça. Ouais, peut-être. Oui, parce que... c'est intéressant, mais c'est toujours pareil. C'est une marque créative. Oui. Le sera toujours, quelles que soient les contraintes que tu lui donnes. Parce que l'une des contraintes que ça donne, c'est d'être créatif. En fait, c'est pour ça que je te parle de facilité depuis tout à l'heure et que je compare avec les jeux de mots. C'est les mauvaises agences, on ne les empêchera pas de le faire, globalement. On les laissera toujours... elles se laisseront toujours emporter par la facilité de mettre un mot en anglais qui fait classe. Là, tu le vois très bien, on peut être créa avec cette contrainte-là. C'est pas gênant, quoi, en tout cas. Et oui, c'est toujours pareil, notre métier, c'est d'être créatif, quelles que soient les contraintes. Donc, le fait de devoir traduire, je dis pas que c'est un truc qui va nous faciliter la créa, j'ai juste que ça évite que trop de gens le fassent trop facilement. Ouais. Voilà. Ça nous force systématiquement, à chaque fois, je le vois, hein, quand on en discute entre nous, en brainstorm, en plansboard, c'est, ouais d'accord, du coup on va le dire comment ça en français, on va dire ça. Ok, est-ce qu'on n'aurait pas mieux en secondaire, quoi. Oui, bien sûr, mais ça le sera toujours en secondaire, parce que... surtout dans la communication, il y a pas mal de mots anglais, quoi, de base aussi. Oui, mais on les utilise pas en dehors. Tu vois, ça sort pas dans les pubs. Oui, mais tu vois, même là, on fait des brainstorming, on fait des plansboard, on fait des... Tu vois. Oui, mais c'est pareil, c'est des...
il faut pas confondre les. Enfin, il y a quand même des mots qui sont passés dans le langage courant Oui, malgré oui. tout. Ce que je disais, il y a aussi les faux anglicismes. Oui, comme parking. Voilà, tu vois, comme dressing et tout ça. Mais c'est pas de parler un anglais d'un dressing, il saura pas de quoi tu parles, tu vois. C'est un Mhm. mot qu'il ne comprend pas, parce que dressing pour lui ça veut dire se mettre de la sauce. Hein. C'est la sauce le dressing en anglais. Ouais, c'est ouais. Comme les toppings et tout ça, quoi. Oui, c'est ça, non, mais c'est dressing, c'est la sauce. Mhm. Toutes les sauces au poivre. Voilà. Donc il faut pas confondre ça, même si ça vient d'une mauvaise époque où on croyait que l'anglais, avoir des mots anglais c'était cool. Mais une fois encore, c'est, c'est pas un parent pauvre de la créativité, c'est pas une contrainte, c'est une loi. Donc on est obligé de faire avec. C'est juste qu'à chaque fois qu'on a mis quelque chose en anglais, parce que je pars du principe qu'on est une agence créative et qu'on veut l'être, et qu'on veut le rester, et qu'on veut devenir meilleur, bah dans ce cas-là, on a fait quelque chose de créatif, on s'est dit que ça marchait mieux en anglais, pour une raison X ou Y, donc on le laisse en anglais. Mais du coup, quelqu'un va dire, oui, alors il faudra penser à le traduire. Donc là, fatalement, tu vas te poser la question de comment est-ce qu'on va le traduire. Et en fonction de la facilité que tu vas avoir à retranscrire en français, tu vas le laisser en français ou en anglais. Closer to the Next You, à un moment, Julie, elle avait une très très bonne trad du truc, qui était prenez une longueur d'avance sur vous. Et ben ça a failli devenir le claim si on avait eu si nous on était passé sur le sujet, ça serait devenu le claim de la campagne. Et Closer to the Next You aurait été complètement oublié. Parce que on avait trouvé une trad qui fonctionnait, qui disait la même chose, qui était assez percutante, bah pourquoi la regarder en anglais, Mhm. tu vois. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que parfois tu regardes là sur Audi, le parfum. Mhm. Bah, buy Audi, quand ils ont commencé à se dire ouais mais du coup faut mettre buy en dessous, la première question que je me suis posée c'est ok, dans ma tête je fais ok, forever par Audi, tu vois, est-ce que ça marche ou pas? Non, ça ne marche pas. Mais si ça avait marché à ce moment-là, j'aurais dit bah quitte à le marquer, autant le marquer plein pot. Ouais, ouais. Ok. Bon, bah, c'est tout pour moi. Pour mes questions. Est-ce que les réponses te conviennent? Bah, ouais, merci beaucoup.